Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. L'apprentissage, c'est une fac, une école qui va envoyer un étudiant dans une entreprise pour se faire son expérience. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Eh ben ça va. Ouais, écoute, ça fait très plaisir de t'avoir ici. Vous ne nous voyez pas, évidemment, c'est un podcast, mais là je pense qu'on est dans les meilleures conditions possibles parce qu'il est vendredi après-midi et on est là en l'occurrence en vrai, on se voit, on est sur des canapés et franchement l'ambiance est bonne, quoi. Il y a pire que de se voir en vrai. Donc écoute Manu, ça me fait très plaisir que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro et ça va être un épisode qui est un petit peu particulier parce que plus encore que ton entreprise, donc Shine, dont Mathilde est déjà venue sur ce podcast, on va un petit peu, quelque part, emprunter tes expériences passées pour parler d'un sujet génial. Comment ne pas finir au prud'homme, comment ne pas faire des trucs illégaux sans faire exprès juste parce qu'on ne savait pas. Donc, est-ce que tu nous dirais pas un petit peu plus d'où tu viens et puis quelques mots sur Shine tout de même ? Ouais. Alors, du coup, je travaille chez Shine depuis un peu plus de 6 mois, là, depuis le mois de février. Je suis RH, donc on appelle ça People Partner chez nous. Et je travaille donc sur une population en particulier de Shine, avec une population de Shine en particulier pour les aider à grandir et un peu à s'épanouir chez Shine. Et j'ai une deuxième casquette qui est que je suis responsable de toute la partie rémunération, avantages sociaux, donc notamment faire évoluer notre grille de salaire transparente, à laquelle on tient beaucoup. Et donc moi dans le passé j'ai fait un peu plus de 10 ans de relations sociales essentiellement dans des grands groupes, dans 2 grands groupes en fait, et j'ai travaillé beaucoup avec des syndicats, donc je suis juriste en droit du travail de formation, donc pas avocat mais juriste en entreprise, et je pensais effectivement qu'en arrivant en start-up il y a eu un espèce de petit choc des cultures d'un point de vue droit social qui a été assez intéressant et je pense qu'il va nous permettre de soulever quelques sujets sympas. Il y a juste un truc qui est vraiment très particulier avec le droit social et je voulais un peu alerter ceux qui vont nous écouter, c'est que on va aborder plein de sujets là et forcément on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas le dire dans un niveau de précision ultime, donc forcément s'il y a des avocats qui écoutent ça ils vont un peu grincer des dents. On les salue. On les salue. L'idée c'est pas de faire le podcast le plus précis et technique possible, c'est qu'il soit quand même écoutable par tout le monde. Et du coup je te demanderai de bien m'arrêter quand je pars un peu en vrille dans la technique juridique. Et puis l'autre truc c'est que j'aurai pas réponse à tout non plus, je pense, parce que ça c'est un truc auquel je crois pas mal, mais je pense qu'un bon juriste, quelqu'un, et même dans la ressource humaine de manière générale, doit être le moins pétri de certitude possible. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en question, et en droit ça évolue tout le temps, on a tout le temps des nouvelles jurisprudences, des nouveaux textes, et c'est hyper important de se tenir à jour et de savoir chercher les réponses. Et effectivement, c'est hyper important, on en a parlé juste avant de lancer l'épisode avec Manu. On peut parler de sujets qui sont potentiellement très importants avec des impacts très forts. Donc, on a choisi de le faire de manière introductive, on pourrait dire, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses juste qu'on ne sait pas, on n'a pas trop les réponses. Ça ne remplace pas une discussion avec un professionnel ou une professionnelle, notamment parce que, effectivement, la loi, ça fait partie des sujets sur lesquels ça vaut bien un peu la peine de faire gaffe. Donc, introduction, le nom de code qu'on s'est donné longtemps avec Manu, c'est les trucs chiants que vous ne savez pas, mais que si vous les faites pas comme il faut, vous allez finir en prison. Donc c'est un petit peu ça. Donc c'est parti. Dernier disclaimer, promis, on ne va pas aborder les sujets qui sont, comment je pourrais appeler ça,
facile à repérer comme étant des entorses au droit du travail ou comme étant juste pénalement répréhensibles. Typiquement, on ne va pas parler de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec Élise Fabing de Alchemix Avocat. On va plutôt parler des choses dans lesquelles le milieu startup, peut-être par manque de culture juridique ou ayant été peu exposé à ce milieu-là, fait des entorses, fait des choses qui sont illégales ou peut le faire ou peut se retrouver à le faire sans faire exprès, sans le savoir. Et donc c'est vous donner sur les sujets un peu les plus courants, on va dire, en start-up, que dit globalement la bonne pratique légale, ou en tout cas qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui se fait. C'est bon, on est parti ? Yes, allons-y. Eh ben, comme on a dû choisir, hein, il y en a des trucs quand même dans le droit, et on a choisi de commencer par typiquement ce qui ressemble de près ou de loin à une embauche, ou en fait le fait de nouer une relation contractuelle avec quelqu'un pour travailler. Donc là-dedans, il y a les CDI, les CDD, les freelances, les stages potentiellement. Donc la question, très simplement, c'est là-dedans, dans ce que tu imagines qui sont des petites erreurs faciles à faire, ou des choses que tu as pu entendre à gauche ou à droite, qu'est-ce qu'on doit savoir, en fait ? Typiquement, freelance, prestation de service, si on en prend un pour commencer, qu'est-ce que tu aimerais nous partager, et sachant que, comme sur l'épisode que j'avais fait avec Élise, je vais pas jouer le naïf, je suis naïf. C'est-à-dire, je ne connais pas, donc je vais en profiter pour te poser des questions pour savoir si je fais des trucs illégaux dans Yaniro sans le savoir, ce qui est possible. On avait déjà parlé d'un petit sujet c'est un temps, mais rien de bien violent. Quand on parle d'illégal aussi, il faut relativiser, parce que juste ça, c'est pour un peu reprendre la big picture. Ouais. Le droit du travail, il est hyper lourd, et je dis pas ça comme un jugement de valeur. Pour le coup, je suis plutôt un fervent défenseur du code du travail, mais il y a beaucoup de choses. Et effectivement, quand on grandit, et c'est ce qu'Élise disait dans son podcast qu'elle a fait avec toi, c'est qu'en fait, le droit du travail, il n'est pas adapté aux startups. Les startups, ça va vite, ça bouge. Le droit du travail, il est lent, il est statique. Ça ne marche pas très très bien. Donc forcément, à mesure qu'on grandit dans une start-up, à mesure qu'on a des projets, on se focus sur le bien-être, on se focus sur les carrières, la rémunération, sur déjà arriver à bien payer les gens en fin de mois. Et à un moment, on peut très vite oublier des choses qui pourraient être en fait essentielles pour quelqu'un d'un peu alerte, et qui ne le sont pas quand on est dans le run quotidien, quoi. Et sur cette question du contrat de travail, en fait déjà la base, c'est quoi un contrat de travail ? Un contrat de travail, c'est une relation de travail, donc quelqu'un qui fournit un travail pour quelqu'un contre une rémunération, donc contre une contrepartie, et avec un lien de subordination. Le lien de subordination, c'est le lien hiérarchique, le lien de pouvoir en quelque sorte de l'employeur qui peut donner des ordres et des directives à son salarié. Ça ressemble quand même vachement à la prestation de service. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, quelque part, je suis sûr que tu vas me dire plein de trucs. Là, j'ai peur. Mais cela dit, ce que je vois venir avec des gros sabots à l'horizon, et tu me dis si je me trompe, c'est typiquement les cas où la prestation de service sont en fait du CDI déguisé. Exactement. Le gros risque de la prestation de service ou des freelances, c'est quand tu crées ta start-up, en fait, tu commences souvent par avoir des freelances en fait, de partout. Et au fur et à mesure, quand tu as le fonds de roulement, tu prends des embauches, parce que forcément un freelance, ça coûte un peu moins cher parce que tu le payes ce que tu le payes, et tu n'as pas derrière les cotisations sociales et plein d'autres choses qui vont s'ajouter. Du coup, la grosse différence entre un contrat de travail, donc un CDI, CDD, et une prestation de service, c'est le lien de subordination. En fait, il n'y a pas de lien de subordination entre un prestataire de service et une entreprise. C'est-à-dire que, si je caricature, mais je caricature, ne grincez pas des dents les avocats, tu ne peux pas donner un ordre, une directive à ton prestataire de service. Et là, c'est vraiment la grosse caricature. Donc, quand un prestataire estime qu'il mérite une requalification de son contrat et qu'en fait il était en CDI, il va jouer sur plein de petits éléments du quotidien qui font que le juge va avoir des indices qu'en fait, il y avait un lien de subordination et que le salarié dépendait bien de l'entreprise. Et il y en a sur plein d'items qui vont de on lui donne des stylos Shine ou Payfit ou une autre... ou Yaniro. Je vais remballer mes stylos Yaniro, ça fait peur. Exactement, à on valide ses congés, on les intègre dans nos outils de gestion des temps,
On les intègre dans nos outils de gestion de carrière et on lui fait des entretiens annuels. Là, c'est des vrais gros indices de requalification. Donc en fait, c'est, tu vois, quelle emprise on a sur le prestataire de service. Alors ça me pose un million de questions déjà. C'est vraiment très intéressant. Dans une bonne pratique de startup qui, je pense, philosophiquement est une bonne pratique, c'est de donner le même soin ou la même attention à des prestataires de services, des freelances, qu'à des salariés. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus dans la fonction people, donc le fait de travailler l'expérience collaborateur-collaboratrice, le fait, je ne sais pas moi, de les intégrer dans des décisions claires, dans différentes réunions clés pour qu'elles ne soient pas larguées, etc. Et ce que j'entends, et ça fait totalement sens, hein, c'est qu'il y a un moment où certaines de ces pratiques deviennent de facto dangereuses ou en tout cas peuvent mener à une requalification vers CDI, ou en tout cas peuvent être utilisées dans un conflit, un contentieux comme tel. Et où est la limite pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire et qui est plutôt une bonne pratique de prendre soin de ces prestataires et de ne pas les traiter juste comme bah vas-y fais ça et puis je veux plus t'entendre, qu'est-ce qui est non ça c'est trop et c'est une emprise comme tu le disais? Les bonnes pratiques, ça va être les petites choses. Les petites choses, on peut les faire. C'est pas grave parce qu'encore une fois, les juges ils vont raisonner en ce qu'on appelle des faisceaux d'indices. Donc ils vont prendre un indice, ils vont dire bon là il a un stylo Yaniro, on s'en fout quoi, c'est pas bien grave. Ouais, c'est un petit cadeau. Le deuxième c'est il a quand même son nom sur la porte. Bon, ok. Le troisième c'est mais attends, la semaine dernière il lui a validé ses congés. Là on a commencé à avoir un vrai problème. Par contre, si on n'avait pas le stylo et le nom sur la porte et que tu avais juste validé une fois des congés, parce que pour le projet sur lequel il travaille, qui impacte tous les salariés de l'entreprise, il avait besoin d'être là à ce moment-là ou pas là à ce moment-là, tu avais effectivement quand même un espèce de droit de regard. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on raisonne sur un faisceau d'indices, parce qu'en fait, c'est un droit qui est très flou et qui est très cas par cas. Dans les éléments qui vont être un peu prépondérants, ce qui va faire pencher la balance, tu vas avoir aussi la durée de la relation. Typiquement, tu as un prestataire qui bosse sur un projet depuis 3 ans, qui commence à participer aux réunions de CSE de temps en temps, ou qui se met sur les listes syndicales. Qui est au bureau. Là, tu fais, on a un petit problème. Ça, c'est à la cantine tous les midis, il a son t-shirt shine. Question là-dessus. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, mais est-ce que ça veut dire que tu n'es pas censé avoir des prestataires de services long cours? Non, tu peux totalement en avoir parce que ça peut être justifié en fonction du sujet. Et ça aussi, c'est un enjeu. En fait, faut avoir des prestataires de services et des freelances qui sont adaptés au sujet sur lesquels ils travaillent, quoi. Et des contrats qui sont bien ficelés aussi. Forcément, le contrat, j'aurais dû en parler bien en amont. Là. Je vais me faire disputer à la fin, mais le contrat, c'est l'endroit où tu vas... Ils sont féroces, ces avocats qui nous écoutent. Hein. T'as une tête de cheval devant ta porte. C'est pas gentil. Laissez Manu tranquille. J'ai très très peur. Du backlash. Ouais. Mais effectivement, ficeler tout ça dans le contrat, c'est vachement bien. D'ailleurs, il y a un truc très marrant, c'est j'ai un peu bossé sur le droit belge à l'époque quand je travaillais chez mon antépénultième employeur. Parce qu'on avait un siège en Belgique. Et en Belgique, sur la prestation de service, ils doivent annexer au contrat de travail toute la liste des directives qu'ils peuvent donner à leurs prestataires de services. Enfin, au contrat de prestation de service. Là, on rentre dans le droit du travail appliqué à la lettre est trop lourd pour les startups, mais en tout cas, théoriquement, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans la pratique, au moins, c'est clair. On sait que son prestataire de service, on a le droit de lui dire de faire ça, et ça ne sera pas requalifié derrière en prêt de main-d'œuvre illicite, qui est le terme. Et alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'on a plein de choses vraiment intéressantes à voir, mais ça m'intéresse. Et pour le coup, je peux prendre l'exemple, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus pratique pour celles et ceux qui nous écoutent. Ok, donc typiquement, le podcast Yaniro, celui que vous écoutez, ça sort globalement tous les mercredis, à peu de choses près. Et derrière, dans l'équipe, entre autres personnes, on a un ingénieur du son, Francis, qu'on salue, des rédacteurs, et donc Francis et... donc Guillaume qui est rédacteur, travaille en tant que freelance, à la fois par choix et puis parce que de toute façon c'est pas un volume non plus de CDI. Qu'est-ce qui serait absolument pas correct et qui serait du potentiel de salariat déguisé dans ce cas-là, sachant que donc c'est du temps
pour le coup à durée indéterminée parce que le podcast dure de manière indéterminée aussi. Tu lui demandes de venir au bureau à des heures précises, en fait. Par exemple, tu lui fais respecter un emploi du temps horaire qui lui coupe totalement sa liberté et son autonomie. Typiquement, ça pas ok. J'ai le droit de lui dire, a priori, le deal, c'est que l'épisode sorte à telle date et qu'il soit monté à telle date. Ça, c'est une deadline, un livrable, mais pas des horaires de travail. Exactement, un livrable. Et un deuxième gros élément, c'est ce qu'on appelle la forfaitisation de sa rémunération. En fait, il est rémunéré pas forcément au temps qu'il passe, précisément. Tu vois, c'est pas 8 € de l'heure du SMIC. Et si c'est ça, c'est un forfait qui serve à rémunérer plusieurs coûts. On rémunère pas seulement le coût de son travail à lui, on rémunère le coût de son travail, son matériel, et on environne le tout, et ça nous donne un coût qui est forfaitaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le coût de la prestation de service et c'est pas le coût de la personne. Non, ok. Ça, c'est un élément. Bon, Francis, tu nous écoutes. Si tu veux requalifier le contrat qui te lie à Yaniro, tu diras, tu appelleras Manu. Ok. Il y a des trucs, juste pour finir sur ce sujet, par un exemple qui est hyper récent et dont forcément tout le monde a entendu parler, c'est Uber. Oui. Uber, ils ont été... C'est une très bonne raison de se pencher sur la question. Exactement, Uber, ils ont été au contentieux parce que est-ce que les drivers sont des prestataires de services, des freelances, ou est-ce qu'ils sont des salariés ? Grande question. Et aujourd'hui, le droit, il tranche à moitié parce qu'en fait, la réponse qu'il y a eu avec ce contentieux, c'est non, ce ne sont pas des salariés parce que les éléments de faisceau d'indices ne nous permettent pas de dire qu'il y a un lien de subordination. Hein. Mais c'est aussi peut-être un peu parce que les méthodes de travail sont en train de changer et le freelancing se développe. Donc, le droit essaye tant bien que mal de s'adapter à ce contexte-là. Alors ce que j'aime bien, ça me fait toujours plaisir moi en tant que noob du droit de voir ça, c'est que j'espère, mais derrière le droit il y a du bon sens entre guillemets, et que quelque part ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est oui, les freelances ça sert à freelancer, les salariés ça sert à faire du job de salarié, et que si vous avez effectivement un freelance qui remplace un job de salarié, oui, ça ne va pas, c'est probablement illégal, ou en tout cas ça fait débat, et une manière très simple peut-être de le présenter, je pense que c'est pas forcément grave de donner des avantages que vous donneriez à des salariés, à des freelances, comme des petits cadeaux, des choses comme ça, peut-être même des primes, je sais pas trop, mais des primes sur livrables, ou pas des primes sur du temps. Mais par contre, les contraintes qui font partie du contrat salarial, comme des contraintes horaires, de présence, de choses comme ça, vous ne pouvez pas les demander à vos freelances, parce que sinon c'est du salariat. C'est ça. C'est une caricature. Enfin, oui, moi j'ai le droit de faire la version. Les avocats peuvent pas me toucher. Non, bien sûr. Ouais, c'est ça l'idée, exactement. Ok. Donc ça c'est freelance. Next. Next, dans les contrats précaires un peu particuliers et qui va faire grincer des dents, mais plutôt les employeurs, c'est le stage. Mais c'est quoi un stage en fait ? Vas-y Jamy, c'est quoi un stage ? Un stage, c'est marrant parce que c'est pas du tout un contrat de travail. Oui. Donc en fait, dans sa philosophie, un stagiaire ne travaille pas. Là déjà, normalement, j'entends les ouh. Non, moi j'étais en train d'entendre les gloops de tous les gens qui écoutent. C'est ça, c'est l'un ou l'autre en tout cas. Mais et en fait, un stage, c'est un contrat de formation. En fait, c'est une convention de formation et qui relève du code de l'éducation. Qui dit stage dit je ne peux pas. En théorie pure, attention, je ne peux pas contribuer à la productivité d'une entreprise. Je ne suis pas là pour apporter de la valeur à l'entreprise. Je suis là pour que l'entreprise m'apporte de la valeur à moi. Pour que je puisse grandir, pour que je puisse apprendre des choses. Le niveau de sueur augmente. Le niveau de sueur augmente. Dans les faits, le stage, c'est un truc qui est complètement acquis, qui fonctionne comme ça. On recrute des stagiaires. Je suis encore tombé sur une annonce tout à l'heure pour un site d'édition de contenu juridique. L'annonce, elle commençait par on cherche un stage pour apporter de la valeur et contribuer à la stratégie de l'entreprise. Non, ça marche pas. Et en fait, le stage, moi je trouve que c'est un vrai problème. C'est qu'en fait, c'est clairement du salariat masqué. Il y a pas mal d'assos qui se battent pour ça au quotidien, pour dire on veut améliorer un peu, upgrader le game des conditions de travail et du droit des stagiaires. Il y a pas mal de choses qui ont changé d'ailleurs dans ces 10 dernières années, parce que maintenant le stagiaire, il a droit aux avantages du CSE, par exemple.
ce qu'il n'avait pas le droit avant du tout. Il y a aussi un peu plus de limites en termes de durée de stage. Un stage, c'est 6 mois, alors qu'avant, ça pouvait être un peu différent. Et on 3 a aussi... Exactement. Et on a aussi un truc que personne ne fait et personne ne sait, je pense. Il y a un délai de carence entre 2 stages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter 2 stagiaires sur le même poste sans laisser une période creuse entre les deux. C'est combien de temps ? Sinon, c'est un indice qu'on a besoin d'un CDI en fait pour le poste. Combien de temps ? Alors, pour le faire grosso modo, c'est 1/3 de la durée du stage. Donc, si t'es installé 6 mois, c'est 2 mois de pause. Ok, fair enough. Ouais, mais t'as raison, ça rentre dans le faisceau d'indices de est-ce que ça serait pas des CDI moins chers comme ça là ? Exactement. Et alors, forcément, bon, voilà. Encore une fois, c'est une caricature, c'est grossi un petit peu parce qu'on peut pas entrer dans tout le détail juridique et technique. Mais, ouais, le stage apporte pas de valeur, normalement. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tout est stagiaire dans toutes les boîtes. Alors nous, on en a peu, donc je peux un peu parler parce que c'est pas très grave. Mais tous les stagiaires dans toutes les boîtes et même dans les grands groupes que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui utilisent des stagiaires. Le premier mois, ils les forment et à partir du deuxième mois, ils sont autonomes, ils font leur job, quoi, comme un CDI. Et alors, je fais très attention à la manière dont je vais préparer cette question parce qu'elle est sensible. Je comprends que aux yeux de la loi, enfin en tout cas c'est ça que j'ai compris dans ce que tu me dis, un stagiaire n'est pas censé apporter de valeur et ultimement un stagiaire est censé apprendre. Ok. Bon, évidemment, si on était forcé de l'appliquer complètement à la lettre, il y aurait une petite question qui se poserait de genre, tiens, pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent tous les mois pour apprendre quelque chose à quelqu'un ? Bon, je caricature un petit peu, mais il y a un petit peu de ça. Donc, on l'a bien vu dans le terrain. Bien souvent, les stagiaires font des trucs ou apportent de la valeur et ne sont pas que formés. Et tu m'arrêtes si je me trompe, j'imagine que dans certains cas de figure, des experts qui se pencheraient sur une situation ou un dossier donné donneraient un non-lieu en disant bah non, là il se passe rien. Vous avez oui, certes, évidemment, on n'est pas dans le cadre de la loi telle qu'elle est prévue, mais il n'y a pas lieu de lancer quoi que ce soit. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? Parce que c'est le préambule de la suite de ma question. Sincèrement, je ne saurais pas te dire. Sincèrement, ouais. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Je pense que tu vas avoir beaucoup plus de risques dans une entreprise où tu as 200 stagiaires tous les ans que dans une entreprise où tu prends un stagiaire ou deux de temps en temps. Tu as aussi le contexte du stage éventuellement et celui de la personne qui va peut-être avoir un impact sur celui de comment tu l'as formé, de comment tu le traites au quotidien. Il y a peut-être un peu tout ça qui va entrer dans la balance. J'avoue, j'ai jamais trop étudié de jurisprudence ou de... Mais est-ce que pareil, ouais, effectivement, parce que c'est hyper touffu. Est-ce que tu saurais pointer peut-être, parce que j'essaye de me mettre dans les oreilles, j'allais dire, de celles et ceux qui nous écoutent. Évidemment, bon, la bonne pratique de les stagiaires sont censés faire rien du tout, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont l'appliquer. Je vais être honnête, je pense que je vais pas l'appliquer. J'escompte bien que les... Attention, je corrige quand même, ils doivent pas rien faire du tout. Ils peuvent travailler parce qu'il faut qu'on leur apprenne des choses, donc il faut bien qu'ils mettent en pratique. Oui, tout à fait. Ouais. C'est juste une histoire de philosophie, quoi. C'est pas ton stagiaire qui va être ta star de ta boîte et qui va monter tous les projets et puis passer à BFM le matin. Tu vois, Allez, Lucas, vas-y, sois bon. Donc ça, tout à fait, tu as tout à fait raison de le préciser parce que je fais un raccourci. Maintenant, qu'est-ce qui, à ton avis, parce qu'effectivement là je pense que c'est plus une question d'avis, dans les pratiques qu'on peut voir souvent en start-up malheureusement, sont des trucs qui sont méga pas ok et où en vrai si un stagiaire ou une stagiaire un peu véhémente voulait se mettre un peu en guerre contre ses employeurs, aurait peut-être gain de cause, parce que c'est vraiment, il y a une différence entre pas respecter un droit du travail qui est censé évoluer pour accompagner une nouvelle pratique du travail à la lettre et être 1000 lieues hors des clous, quoi. Ouais. Je pense que ça va être tout l'aspect un peu de gestion des horaires, en fait. Il y a pas mal d'employeurs qui traitent d'un point de vue horaire, enfin pas mal, je jette pas de pierre. Je pense que ça arrive, ouais. Ça arrive que tu traites ton stagiaire comme un salarié d'un point de vue horaire, et donc potentiellement, tu sais Kevin, il faut finir le projet, c'est hyper important. Donc si tu peux rester jusqu'à 22h ce soir, ça serait bien. Ouais, sachant que les horaires sont encadrés par des conventions de stage ou d'alternance. Exactement, et que
le stagiaire, par principe, il est en train de faire une formation aussi. Donc même si là, il n'est pas dans sa période de formation, il a aussi une charge mentale ailleurs et potentiellement un mémoire à travailler de côté. Oui. Voilà, il peut se passer d'autres choses dans sa vie aussi. Spécial dédicace à Guillaume qui a fait un stage chez nous et qui s'est fait des cheveux gris sur son mémoire et qui l'a rendu. Donc bravo Guillaume. Plus, n'oublions pas, un stagiaire, il est payé 500 balles. C'est quand même, oui, tu disais, pour une petite entité ou quoi, ça coûte de l'argent, mais c'est peanuts par rapport à un salarié. Ouais, alors juste une petite incise là-dessus, et c'est exactement l'intro que tu as faite, c'est probablement toute la particularité, mais on va pas faire un débat philosophique sur la loi là-dessus, c'est toute la particularité des toutes petites structures comme les startups, parce que 500 balles pour Thales, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Et pour une startup qui a 2 personnes et 1 client, c'est énorme, c'est toute la thune, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Ouais, donc déjà les horaires, effectivement, on va dire simplement rester dans les horaires de la convention, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis en fait, je pense qu'au final, le vrai enjeu, il est surtout philosophique. Enfin, comment on peut dire, ouais, du point de vue de la philosophie du stage, c'est apprenez des choses à votre stagiaire et faites-le grandir. Et en fait, à partir du moment où il aura l'impression que son stage a été utile et qu'il a kiffé, ben, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de risque. Ouais, donc retour au bon sens. L'alternance, c'est les mêmes conseils ? L'alternance, c'est différent parce que l'alternance, c'est des contrats de travail pour le coup. Ok. Alors, c'est des contrats de travail de la formation professionnelle, mais c'est des contrats. Et un alternant travaille, alors vous ne me voyez pas faire des guillemets, un stagiaire se forme. Ouais, un alternant est en CDD. Ok, d'accord. Un CDD temps partiel probablement. Un CDD de la formation professionnelle. Ceux dans la philosophie, parce qu'on revient un peu à la philosophie à chaque fois, mais tu as 2 types d'alternance. Tu as l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Et dans la philosophie, l'apprentissage, c'est une fac, une école qui va envoyer un étudiant dans une entreprise pour se faire son expérience et pour apprendre en plus de sa formation. Mettre en pratique ce qu'il apprend dans la formation. L'autre version, c'est le contrat de professionnalisation. Ça va être plutôt dans la philosophie, une entreprise qui envoie un salarié à lui dans une espèce de formation longue. Je l'embauche pour l'envoyer en formation. Tu vois ? Ouais. Tu vois un peu la nuance ? Voilà. En gros, et du coup, le CDD, c'est, le contrat pro, c'est plus un vrai CDD que l'apprentissage, mais les deux... grosso modo, sont des CDD. Et alors, justement, parce que bon, on avance à tâtons, pas à pas plutôt jusqu'au CDI, il y a des choses à dire sur le CDD avant le CDI ou on doit parler du CDI avant de parler du CDD ? Parce que comme ça, on aura fait une bonne partie des contrats qu'on trouve souvent. Je sais même pas si on a besoin de parler du CDI, tellement c'est du bon sens pour le coup, et c'est un peu du problème d'avocat. Le CDD, c'est, ce qui est intéressant, c'est que les pièges, il y en a beaucoup, en fait. On a tendance à dire, je vais me prendre un CDD. Et en fait, non, il y a des raisons légales qui permettent d'avoir recours à un CDD. Les 2 grandes raisons qui sont hyper connues, c'est remplacer un salarié qui est absent. Là, j'ai le droit de prendre un CDD pour le remplacer, et du coup pour la durée de l'absence. Ou pour un accroissement temporaire d'activité. Typiquement saisonnalité ou un truc comme ça. Alors saisonnier, c'est encore autre chose. Je parlais de la saisonnalité, pas de oui, saisonnier. Ouais. Tout à fait, oui. Alors dans ce sens-là, ouais. Mais tout à fait. Et tu as un pic d'activité, un gros projet, une réorganisation qui fait qu'il y a un gros projet, un appel d'offres. Voilà. Là, tu peux prendre un CDD parce que tu as plus de taf, tout simplement. Oui, en fait, retour, toujours la même chose. Hein. Retour à les CDD qui sont du CDI déguisé, honte à vous. Plus que honte à vous, c'est la loi, les enfants. Non mais alors ça, je ne savais pas du tout que les CDD, que tu ne pouvais pas juste décider d'embaucher un CDD, que si tu n'as pas la bonne raison, ça va pas, voilà. Alors ça, je fais le beau parce que je le sais, j'espère que ça n'a pas changé depuis. Si vous n'avez jamais embauché de CDD et que vous vous dites tiens, l'aubaine, etc., il y a une prime de précarité qui existe encore ? Yes, 10%. Ouais, tu veux juste dire comment ça fonctionne ? C'est une prime qui est basée sur la somme des rémunérations versées aux salariés pendant sa présence dans l'entreprise. Donc s'il a été là pendant 18 mois et qu'il a touché 180 000 €, il va toucher 18 000 € de prime. Voilà. Donc CDD pas cher, façon de parler. Exactement, ouais. Le CDD est assez cher, l'intérim est peut-être un peu moins cher. Enfin, j'avais mené une étude fut un temps sur le sujet. Au final, c'est vraiment kiff-kiff, sachant que le CDD a plus d'avantages que l'intérim
parce que le CDD a droit à tous les avantages qu'il y a dans l'entreprise dans laquelle il est salarié. Alors que l'intérimaire, comme en fait il est salarié de l'entreprise de travail temporaire qu'il envoie dans une autre entreprise, lui il a les avantages de l'entreprise de travail temporaire et pas tous les avantages de l'entreprise dans laquelle il va. Donc voilà, il y a un petit différentiel. Mais c'est vraiment minime, l'un dans l'autre c'est à peu près pareil. Donc, est-ce qu'on a fait le tour sur les différents types de manières de faire travailler quelqu'un, de ce qu'on va dire aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas fait le tour du tout. Donc, en résumé, les freelances ne sont pas des CDI, les stagiaires ne sont pas des CDI, les CDD ne sont pas exactement des CDI, les alternants ne sont pas exactement des CDI non plus, c'est ça ? C'est exactement ça. Ok. Ça doit grincer des dents encore, mais c'est bien résumé. Ouais, bah, deuxième tête de cheval, les miennes arrivent, je les vois, ça a fait jetonque sur mon paillasson là. Donc est-ce qu'on parlerait pas, pour continuer un peu le cycle de la vie d'une entreprise et des collaborateurs et des collaboratrices, des conditions dans lesquelles on peut se séparer de quelqu'un ? Ouais, on peut parler de ça. C'est moins fun. C'est moins fun, ouais. Mais cela dit, au-delà de gay, moins gay, il y a aussi de vrais abus là. Il y a parce que effectivement, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Donc licenciement, rupture co. Donc qu'est-ce que voilà, dis-nous tout. Ouais. En plus, principe de réalité, quoi. Enfin, finir des contrats, c'est la vie aussi. Oui, tout à fait. Et surtout en start-up, en fait. Donc, licenciement, rupture co, si on part sur ces deux-là, en fait, il y a 3 modes de fin de contrat. Il y a la démission, donc c'est un salarié décide de partir. Donc ça a pas vraiment d'impact juridique sur la boîte. C'est fin de contrat, l'employé part. À ma connaissance, il ou elle n'a pas droit au chômage à l'heure actuelle. Il n'a pas droit au chômage, sauf dans des cas particuliers, comme suivi de conjoint qui déménage pour des raisons professionnelles ou pour des motifs de formation professionnelle. Ça, c'est des apports de Macron assez récents et qui sont pas absolus, qui sont plutôt du cas par cas. Donc soyez vigilants si vous voulez démissionner quand même. Hein. C'est un truc qu'il faut peser. Et ouais, c'est ça. Ok, donc effectivement, maintenant que donc ça c'est un type de fin de contrat, donc quoi d'autre ? On a donc la rupture conventionnelle. On va commencer par le licenciement. On a le licenciement. Donc avant la démission, c'est le salarié qui décide de partir. Le licenciement, c'est l'employeur qui décide de faire partir le salarié. C'est un truc qui est très encadré, encore une fois. On a seulement certains motifs qui vont permettre de licencier. En gros, encore une fois, on globalise, on caricature, on généralise. Il y a des motifs personnels, typiquement j'ai été trop absent, je fais pas très très bien mon taf, et sur la durée on a essayé de faire en sorte que ça aille mieux, mais ils ont jamais réussi à me faire trop bien mon taf, donc je me fais licencier. Ça s'appelle l'insuffisance professionnelle, quand on n'est pas au niveau. D'accord. Juste, tu dis personnel, parce que je bug un petit peu. Licenciement pour motif personnel, ouais. Ça veut pas dire que c'est des motifs qui relèvent de la vie personnelle. Oui, c'est ça, du coup je buguais. Mais ça veut dire que c'est des motifs qui relèvent de la personne. Ok, dans ce sens-là. Voilà. Et tu vas comprendre pourquoi on les appelle comme ça. C'est qu'en fait, la deuxième catégorie, ça va être les licenciements pour faute. Donc personnel, c'est t'as un comportement qui est le tien, qui est pas fautif, mais c'est nul. Donc, s'il te plaît, pars. Ensuite, on a la faute. Donc, la faute, c'est assez simple à comprendre. C'est on a un comportement fautif. Il existe 3 types de fautes. La faute simple, comportement fautif dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Donc, je fais mon taf. Bon, j'ai remboursé des clients 200 000 euros. Oups. Ouais. Bon. Mais j'ai vraiment pas fait exprès, hein, je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive. Alors ouais, c'est pas pardonnable, ciao, bye bye. C'est une faute, au revoir. Faute, voilà. On peut appeler ça une faute simple. Et celle-là, l'exemple donné est un peu à la frontière avec la faute grave. Faute grave, c'est une faute qui empêche de continuer le contrat de travail. C'est vraiment une faute où on se dit, oh, non, là, il a déconné, il faut qu'on arrête. On n'a pas le choix. En fait, on peut pas continuer de travailler avec quelqu'un comme ça. Voilà, donc typiquement, ça va être tous les abandons de poste, les arrêts maladie injustifiés, dans le sens vraiment injustifié, c'est-à-dire qu'ils n'envoient jamais de justificatif d'arrêt maladie. Quelqu'un qui est coupable d'harcèlement moral ou sexuel, potentiellement. Des harcèlements moral sexuels, c'est vraiment tout ce qui est grave, en fait, tout simplement, et qui est pesé au cas par cas par les juges, mais c'est l'employeur au moment de faire la lettre de licenciement qui va le qualifier, qui va dire voilà, je te licencie pour faute grave, parce qu'on estime que c'était grave. On ne peut pas maintenir la relation de travail. La troisième, qui est extrêmement rare dans les fautes, c'est la faute lourde. La faute lourde, c'est
en gros une faute grave avec une intention de nuire à l'employeur. Ah oui, là j'ai remboursé 200 000 et c'était par dessein. Exactement. Et il faut le prouver. Il faut prouver qu'en fait, il l'a fait qu'il l'a fait effectivement de manière volontaire de toute façon, mais que sa volonté était de nuire à l'entreprise. Ouais. Ce qui est hyper dur à démontrer, parce qu'il peut dire ouais je l'ai fait parce que je voulais gagner de l'argent. Ouais, mais je voulais pas nuire à l'entreprise. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Par exemple, tuer son PDG, ça rentre plutôt là-dedans, mais il y a aussi homicide. Oui, dans l'ensemble, ça va mal se passer. Donc, juste, ce que je comprends, et tu me dis si je comprends de travers, c'est que ces 3 types de fautes deviennent des gradations de conséquences après. Soit en emprisonnement potentiellement, ou en amende. Oui, c'est ça le terme que je cherche. Sans entrer dans le détail, tu touches plus ou moins d'indemnité. Oui, c'est ça. Tu peux ne pas toucher d'indemnité de licenciement et tu peux ne pas toucher le chômage à la fin aussi. Okay. En cas de faute lourde notamment. Ok. Donc ça, c'est... Faudrait que je vérifie en vrai. Vérifier. On vérifiera. Il n'y a pas de souci. Donc ça, on n'est pas tout à fait... De toute façon, là, on parle plutôt là au profil RH Founder. Donc on peut se séparer de quelqu'un pour raison personnelle, faute simple, grave, lourde. Exactement. C'est bon, je le sais, genre 19 sur 20. Ouais. Donc ça, c'est 2 raisons, enfin 2 familles de raisons. Et il y en avait une 3e ? Tu suis tellement bien. J'ai du mal, hein. Vous me voyez pas, mais j'ai les yeux plissés. Hein. C'est quoi la 3e famille ? La 3e famille, c'est les licenciements pour motif économique. Ça, c'est celui qu'on aime le moins. C'est celui qu'on aime le moins pour plein de raisons. Parce qu'en fait, il envoie un peu un mauvais signal, déjà. Et deuxième raison, c'est que les licenciements pour motif économique, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Très compliqué, il y a 2 procédures, 2 grandes procédures qui existent. Il y a un peu plus de subtilité que ça, encore une fois, mais il y a 2 grandes procédures qui existent. Il y a ce qu'on appelle les petits licenciements pour motif économique, donc ils sont mignons. Et il y a les grands licenciements pour motif économique. Donc on parle de petits PSE, PSE pour plan de sauvegarde de l'emploi, et grands PSE. La philosophie de ces trucs-là, ça va être de nous dire... Tu vois, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi. En fait, le droit t'impose de tout donner pour sauvegarder de l'emploi dans ta structure. Donc en fait, tu as tout un projet à monter pour dire la boîte va mal aujourd'hui dans cette situation-là. On a un projet pour que ça aille mieux. Voilà comment on va le faire, opérationnellement et business. Et voilà les impacts que ça va avoir sur les collaborateurs. On va devoir se séparer de 12 personnes sur 25. Licenciement économique. Et on pèse l'obligation de lancer une procédure de licenciement économique pas à partir du moment où on licencie des gens, mais à partir du moment où on a un risque de licencier les gens. Ouais, je comprends. Dans la procédure. Typiquement, chez Total, pour qui j'ai travaillé pour les nommer, il y a une vraie philosophie sociale sur la gestion des plans de sauvegarde de l'emploi qui est de ne jamais licencier. Total ne licencie personne. Et c'est quand même quelque chose qui est assez fort quand tu vois des Michelin ou des gros PSE en France qui ont été marquants, des fermetures d'usines, des 2000 personnes Voilà. Total ne licencie pas. Et du coup, comment ils font ? Ils font partir les gens de manière volontaire en leur filant des grosses enveloppes. Donc voilà, plan de départ volontaire. Voilà, des plans de départ volontaires. Ils leur filent des retraites anticipées. Donc toi, tu vois, t'es dans 4 ans dans la retraite normalement. Bah voilà, là, on te paye jusqu'à ta retraite et tu pars. Et du coup, ça permet d'écrémer les effectifs sans avoir de licenciement. Bref, l'objet de l'intervention, de l'exemple n'était pas là. C'était pour dire que, en fait, ils ne licencient jamais, mais ils font des PSE. Parce qu'en fait, il y a un risque que le salarié refuse toutes les options qui s'ouvrent à lui et qu'au final, on n'ait pas d'autre choix que de le licencier. Et donc, ce salarié qui est potentiellement concerné, il entre dans le champ du licenciement économique et du coup, il ouvre le seuil à partir duquel on doit lancer la procédure ou pas. Donc alors ça c'est très important et c'est une boîte de Pandore qu'on va choisir de mettre de côté parce que c'est très complexe. Donc tu me dis juste si j'ai bien compris, les PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi petit ou grand, probablement les plans de départ volontaire aussi,
ce ne sont pas ni des one-shots, ni des choses qu'on prend à la légère, c'est des chorégraphies, des procédures qui sont très réglementées, très complexes et qui vont bien plus loin que juste le fait de licencier les gens. Je comprends bien qu'il y a une philosophie, que ça permet de baquer quelque chose. Je le comprends correctement ? Exactement. Donc, donc trois familles, faute grave, faute personnelle, faute grave, machin, lourd, tout ça, personnel ou licenciement économique. On met de côté le licenciement économique et maintenant je te pose 1000 questions auxquelles tu as peut-être la réponse ou pas. Zut. Ouais, zut, bien sûr. Première chose, si je suis une start-up, on va prendre un truc très simple. Start-up, et il y a une réalité économique qui craint. Voilà, par exemple, une récession dans laquelle on est. Et donc, c'est la réalité du fait que je compte me séparer de certaines personnes parce que je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer que la boîte ne coule pas pour sauver le plan, pour sauver les emplois des autres. Donc c'est une réalité, on va dire, intime de sauvegarde de l'emploi ou d'essayer de sauver les meubles plutôt, on va dire. Mais est-ce que si je le fais sans lancer une procédure de PSE, c'est très grave ce que je suis en train de faire ? Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans les coups de je fais quelque chose qui est grave, qui est hors les clous, sans m'en rendre compte. Exactement. Et du coup, ça nous permet d'embrayer sur la rupture conventionnelle. Parce qu'en fait, pourquoi sur la rupture conventionnelle ? Parce qu'en fait, quand tu vas faire une rupture conventionnelle, tu vas avoir un contrôle de l'administration. Tu as toute une petite procédure qu'on pourra un peu évoquer dans les grandes lignes après. Et cette procédure est contrôlée par l'inspection du travail. Pourquoi ? Pour vérifier qu'on a bien le consentement et le go de la personne qui est l'objet de la rupture conventionnelle, puisque c'est une rupture amiable, donc il faut que les deux soient d'accord. Et pour vérifier aussi qu'on n'a pas un excès de rupture conventionnelle dans l'entreprise qui masque en fait des potentielles ruptures conventionnelles pour motif économique. Ouais, je vois très bien. Tu vois ? Et ce truc-là, en fait, les boîtes ne le savent pas toujours parce qu'ils savent qu'il y a la procédure à respecter, que l'inspection du travail, elle met potentiellement son nez dedans, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et le pourquoi, c'est juste ça, en fait. C'est juste veiller à ce que le salarié soit protégé quand même et qu'on ne le force pas à faire sa rupture conventionnelle pour masquer un licenciement qui serait illicite, par exemple, ou pour masquer le fait que l'entreprise aille mal. Donc ils vont regarder, tiens, c'est marrant, telle boîte a fait 24 ruptures conventionnelles les 3 derniers mois, il y a peut-être un problème. Ouais. Et alors, c'est pareil, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. J'imagine bien que ne serait-ce qu'entre les 3 types de fautes, il y a 6 millions de jurisprudence et de débats entre avocats sur savoir où est-ce qu'il y en a une qui commence et une qui finit. Mais ok, prenons juste pas les licenciements économiques, mais en gros, la réalité des faits quand tu te retrouves à te séparer de quelqu'un parce que ça va pas le faire, quoi. T'es une boîte, ça allait bien, le monde était en croissance économique, boum, et tu lèves des fonds et tu ouvres un pays, par exemple. Mais tu ouvres un pays, pour l'instant, ça veut dire que là-dedans, il n'y a que Riri, Fifi et Loulou, globalement. Et t'es une boîte de 40. Donc 40 plus 43, Riri, Fifi et Loulou qui sont, je sais pas, au Canada. Ça va très très mal. Il y a tout qui se casse la figure, les fonds d'investissement qui se voient, oh là, va falloir faire un peu le dromadaire, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as comme options qui sont légales ? Parce que est-ce que tu dois faire un PSE pour que Riri, Fifi et Loulou, mais est-ce que ça va pas t'écrabouiller d'un point de vue juridique ? Est-ce que tu peux proposer à Riri, Fifi et Loulou une rupture co en leur expliquant la situation, ou est-ce que en vrai c'est du licenciement économique ? Enfin, qu'est-ce que tu peux faire ? Et j'imagine bien qu'il n'y a pas de vraie réponse. Tu veux qu'on parle de droit français ou de droit international ? Parce qu'en fait, tu me non, parles du vas-y. Canada, Non, tu as raison. J'ai ouvert Lyon. Je préfère ça parce qu'on allait entrer dans un autre sujet. Yes. Mais oui, j'avais bien compris le fond de la question. Et oui, dans l'idéal, il faut que tu montes un dossier. Et tu as une procédure qui est simplifiée, c'est pour ça, petit licenciement pour motif économique, qui est vachement plus facile, qui est vachement plus soft, et qui te permet de faire sortir des gens de manière beaucoup plus light. Mais dans l'idéal, il faut faire ça. Après, en opportunité, clairement, si tu arrives à trouver un accord avec les 3 pour faire une rupture conventionnelle, ou qu'il y en a un qui a un projet que tu veux financer, qu'il y en a un qui veut démissionner, peut-être que tu peux trouver une façon de faire. Mais c'est moins propre juridiquement.
Moi, je pense que l'important, en réalité, c'est que personne ne soit lésé. Oui. Et je crois que c'est la finalité du travail, c'est juste de protéger les gens. Donc, Ok, donc ça c'est très clair, et effectivement on va pas rentrer trop là-dedans, mais ce que je comprends déjà, c'est message à celles et ceux qui nous écoutent, qui se retrouvent peut-être malheureusement dans des situations pareilles, un PSE, même si ça fait un peu frémir, parce qu'on se dit que c'est une machine administrative monstrueuse, il existe des versions simplifiées très typiquement qui permettent de faire les choses proprement quand même, et effectivement une discussion peut amener à tout simplement quelque chose qui est propre et qui est plus dans les clous. Revenons aux deux autres. Faute, ok. Surtout des fautes qui sont bien propres comme celles que tu m'as proposées, qui sont bien nettes ou sur lesquelles il n'y a pas trop de débat. Dans la réalité des faits, les startups, pour les connaître, ont envie de licencier, souvent pour deux types de raisons. Là, je te parle d'envie, je ne suis pas dans le droit. Et justement, on va voir ce qui est absolument illégal et ce qui ne l'est pas. Soit pour des raisons de performance. T'as OKR qui est fixé là, et ça fait 3 quarters que tu fais très 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 en dessous, donc tu n'es pas performant selon les règles qu'on s'est tous fixées et auxquelles tu as dit oui, et qui étaient peut-être type, j'espère, dans ton contrat de travail. Et l'autre version, qui est probablement beaucoup plus floue, c'est ce qu'on va appeler le magnifique absence de culture fit. Tu as défini les règles de culture, ce que j'imagine bien que le droit du travail s'en cogne complètement, et tu as quelqu'un qui est quelque part très 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 différent, ce qui fait qu'il en souffre ou qu'elle en souffre, et qu'en plus de ça, ça rend la communication, la compatibilité difficile. Je fais très attention, on n'est pas sur des sujets de diversité et inclusion. C'est pas on recrute que des HEC, on recrute que des machins, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de on a choisi d'avoir une culture du perfectionnisme, ce qui fait que les gens qui sont plutôt du côté de l'efficacité sont assez malheureux. Ouais. Alors, vas-y, je t'écoute. Performance et culture fit. Sur le culture fit, la réponse c'est faut mieux recruter. En fait, faut faire plus gaffe dans son recrutement, il faut avoir un process plus cadré. Fin de période d'essai éventuellement ? Fin de période d'essai, exactement. La période d'essai, elle sert à ça. La période d'essai, elle sert à jauger tout ce qui est un peu naze et qu'on ne pourra plus jauger après. Mais la performance en fait partie aussi, bien sûr. Mais donc tu peux mettre fin à une période d'essai sans aucun problème ? Il n'y a pas de raison à avoir pour mettre fin à une période d'essai. Ah, très bien. Donc typiquement, et ça c'est un vrai message, culture fit, si au bout de X mois qui sont la période d'essai, vous n'êtes pas sûr, c'est le moment de commencer à avoir une discussion avec la personne, parce qu'après, aux yeux de la loi, c'est absolument pas recevable. C'est ça, exactement. Sauf si du coup le culture fit a un impact sur la performance. Et là, du coup, on vient de... ça, bonne chance pour le démontrer. Exactement. Par contre, démontrer la performance, ça se fait parce que si vous êtes dans une startup, vous êtes dans une culture de l'OKR, vous êtes dans une culture du résultat, du projet. Donc, normalement, vous savez jauger. Si vous avez une grille de rémunération ou une grille de compétences, si vous n'en avez pas déjà, faites-le, dépêchez-vous. Et si vous en avez, fiez-vous à elle et donnez des objectifs à la personne qui sont, pour permettre de juger le culture fit, des indicateurs de performance croisés avec vos valeurs. Oui, tout à fait. Moi, dès que je fais un plan, dès que je dois faire un recadrage ou n'importe quoi, ou un plan d'amélioration des performances, je le fais en le croisant avec les valeurs. Et je me dis, c'est quoi notre valeur ? Je me dis plutôt, c'est quoi cet axe de performance qu'on peut améliorer ? Et c'est lié à quelle valeur ? Et comme ça, en fait, ton discours, il est tout de suite construit, il est tout de suite objectif. Ouais. Et surtout, tu traites en fait tout le monde de la même façon, parce qu'en fait, tu réagis au prisme de tes valeurs. Et là, en fait, ton culture fit, naturellement, ça va se faire. Et donc, la performance, juste pour revenir à comment on licencie pour des raisons de performance, c'est très compliqué. C'est dans les fautes personnelles, du coup ? Alors, c'est pas une faute. Non, pardon, c'est pas une faute, c'est dans les motifs personnels. Exactement. Tout à fait. Et ça s'appelle l'insuffisance professionnelle. Donc, tant que sa performance n'a pas été fautive, c'est-à-dire qu'il fait son job, mais juste pas assez bien, il y a une procédure qui s'appelle l'insuffisance professionnelle, qui est que, les juges, en gros, estiment qu'une insuffisance professionnelle est justifiée à partir du moment où tu as donné la chance au salarié d'être meilleur. Donc, tu peux pas licencier pour insuffisance professionnelle du jour au lendemain. Tu peux pas dire, bon là, franchement, t'as été naze, on va te licencier. Et c'est quoi, c'est des avertissements ? Non. C'est pas ça les avertissements ? Non, c'est pas du recadrage non plus ? Tu peux mettre un avertissement, non. C'est former, accompagner. Ok. Donc en gros, t'as été nul pendant 3 mois, on t'a fixé des OKR, tu les as pas atteints.
voilà les actions qu'on te donne pour les 5, 6, 3, 2 prochains mois. Si elles ne sont pas atteintes, on devra prendre des sanctions. Ok. C'est un truc qu'il faut faire sur le plus long terme possible, ce qui est chiant. Parce que c'est pas pratique en fait et c'est pas business, mais tu es obligé de te donner les moyens de faire en sorte de faire progresser la personne et d'avoir essayé de faire en sorte qu'elle soit à niveau. Et du coup, si elle ne l'est pas, là tu pourras effectivement la dégager parce que tu auras des éléments objectifs et tu l'auras prévenu et tu auras anticipé et tu auras surtout fait ton taf d'employeur, c'est-à-dire développer mes salariés. Alors c'est fantastique parce que je vais pas mentir, j'avais un petit peu la trouille de cet épisode en me disant je suis pas mieux que les autres, je vais peut-être découvrir certaines choses. Alors je vais pas me la péter non plus, mais il y a un truc qui me fait, c'est plutôt plaisant et rassurant de voir le bon sens en fait du droit du travail. Parfois, ouais. Parfois. En tout cas dans ce que tu me dis, parce que effectivement, juste pour faire 2 minutes sur les bonnes pratiques qu'on recommande à tout le monde, les managers, employeurs, founders, tout ça, sur ce genre de sujet, c'est que en gros, les 2 seules raisons valables pour ne pas travailler avec quelqu'un, c'est la perf ou le culture fit, en tout cas dans le cas des startups. Effectivement, culture fit, on a tendance à mettre l'accent énormément sur le recrutement en disant ouais, faut pas laisser traîner ça, vous le savez au bout d'un moment. Hein. Et en vrai, c'est aussi pour le développement de la personne, parce que quelqu'un qui est vraiment monté dans un monde qui est très différent, il va être assez malheureux en général. Et dans les 2 cas, ce qu'on dit, c'est vous mesurez tout. C'est-à-dire, tu peux pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas performant si tu peux pas lui expliquer par rapport à quoi. Donc, d'où les OKR, d'où les KPI, d'où des choses comme ça. Parce que sinon, c'est du feeling. C'est ouais, non, mais tiens, Fifi, pas ouf, hein, ces résultats mais en termes de quoi, du coup ? Et ben voilà. Et Culture Fit, pareil. Je le sens pas, Loulou. Mais tu le sens pas sur quelle valeur ou principe de vie à bord de votre bateau et tout. Je sais pas, je le sens pas. Et en fait, dans pas mal de cas, ça veut juste dire que vous êtes intolérant. Et c'est vos propres problèmes. Et surtout, effectivement, une bonne procédure d'offboarding commence systématiquement par une discussion sur la situation. C'est-à-dire, ok, là on n'y est pas. On n'y est pas sur la perf, on n'y est pas sur le culture fit. Proposition de plan d'action, on discute, qu'est-ce qu'on fait ? Et seulement si on a vu que on a un peu tout essayé et soit que ça prend pas du tout côté employé, soit que juste ça ne fonctionne pas, on évite l'acharnement thérapeutique et parlons de la séparation. Ce qui a un très très bon, ça je fais juste une petite pub sur l'offboarding là, comme ça, ce qui répond à toutes les questions que se pose tout le monde sur l'offboarding, mais comment les autres vont réagir et comment la personne va réagir, mais tout le monde va réagir relativement ok parce que c'était couru d'avance. Ouais, je te rejoins totalement. Ouais. Préparer le terrain. Bon, et bravo, merci le droit du travail. On a on a parlé des contrats, on a parlé de la séparation. Ça fait 51 minutes, donc il va falloir qu'on choisisse ce qu'on se raconte là. Il faut impérativement qu'on parle de la vie d'une entreprise qui grandit, parce que, et là je vais utiliser ma plus belle casquette de naïf, on a tous quelque chose en tête du genre, mais est-ce qu'à partir de 10 ou 49 ou 300 personnes, il ne se passe pas des trucs du genre document unique, délégué du personnel ? Donc, qu'est-ce que sur ce dernier sujet, même si on aurait pu en parler de beaucoup, beaucoup d'autres, qu'est-ce que tu veux nous raconter pour celles et ceux qui sont illettrés en termes de droit du travail comme moi ? En fait, des obligations en fonction de la taille de l'entreprise, il y en a qui sont à tous les niveaux et franchement, ça va de l'obligation d'avoir un règlement intérieur quand tu atteins 20 personnes, de l'obligation d'avoir un réfectoire, une salle de restauration quand tu as X personnes, l'obligation d'avoir un CSE, puis progressivement tu dois faire effectivement un document unique et ainsi de suite. Bref, des obligations en fonction des étages et de la taille de l'entreprise, il y en a vraiment à chaque niveau. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est parce que c'est ma spécialité, même si je vois la liste des sujets dont j'aurais voulu parler, et j'ai une petite larme parce qu'il y en a plein qu'on va pas pouvoir aborder. Mais... On va en garder un rigolo, au moins un rigolo après. Ouais, peut-être un rigolo après, ouais. C'est en fait le sujet qui me semble important de parler par rapport à la scalabilité de la boîte, c'est le CSE. Le CSE. Le CSE. Ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'effectivement, le CSE, je crois que quand on en a parlé l'autre fois pour préparer le podcast, j'étais un peu surpris quand je t'ai dit « Ah mais c'est à partir de 11 salariés en fait ». Ouais, moi j'avais 50 en tête. Voilà, en fait, effectivement, il y avait une borne qui était vachement plus haut avant. Il y avait les délégués du personnel à 11. Donc c'était un petit truc tout mignon, ils venaient faire des réclamations. Et il y avait le CSE qui commençait à 50.
Donc en fait, entre 11 et 50, tu étais plutôt chill. Aujourd'hui, donc c'était le CE avant, pas le CSE, pardon, comité d'entreprise. Et le CSE, comité social économique, il commence à 11 et il commence effectivement en ayant cette petite casquette de présentation des réclamations individuelles, on dit, des salariés. Donc c'est il y a machin qui m'a dit qu'il n'était pas content parce qu'il faisait un peu froid dans les bureaux, ou machin n'est pas assez payé, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Alors peut-être parce que je pense à celles et ceux qui nous écoutent et je pense à moi-même. Définition la plus rapide possible de, je sais pas, délégué du personnel, CSE et syndicat, parce que tout ça c'est pas exactement la même chose, dans les très grandes lignes. Je sais que ça te fait mal au cœur parce que chaque définition peut prendre une thèse globalement, mais version courte. Version courte. Et si j'en ai oublié, parce que moi je t'ai donné les 3 acronymes que j'ai en tête qui sont importants sur la croissance d'une boîte et la représentation du personnel, mais... CSE, c'est, pour le dire de façon jolie, l'organe d'expression collective des salariés. Okay. C'est la voix des salariés, c'est un ministre, c'est plutôt un parlementaire en l'occurrence. Des gens votent pour une personne, cette personne représente les gens auprès de la direction, auprès de l'employeur, et est censé porter leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle de manière un petit peu abusive, parce que ça crée tout de suite un sentiment de défiance, un contre-pouvoir. C'est l'idée de dire que dans une société privée qui donc grossit suffisamment pour représenter un certain poids, c'est important qu'il n'y ait pas un pouvoir total à la direction et qu'il y ait une expression de la voix des salariés. Ok, c'est le CSE. Exactement. Et en fait, si tu veux, pour revenir à la genèse, le Code du travail, c'est quoi ? Le Code du travail, c'est un rééquilibrage du rapport de pouvoir justement déséquilibré en faveur de l'employeur contre le salarié. Le Code du travail est là pour rééquilibrer un petit peu. Les représentants du personnel, c'est ça. C'est comment on fait pour faire intervenir les salariés auprès de la direction dans la politique de l'entreprise, sa stratégie, les RH, la façon qu'elle a de gérer au quotidien tout. Oui, c'est la voix des salariés sur des décisions qui concernent l'entreprise. C'est quoi la différence entre délégué du personnel et CSE ? Alors, délégué du personnel, ça n'existe plus, c'est l'ancienne dénomination. Avant, on avait les délégués du personnel et le comité d'entreprise, qui avaient des rôles un petit peu différents. Aujourd'hui, on a juste le CSE qui regroupe tout. D'accord, et donc c'est à 11 ? Voilà, et ça commence à 11. Ok, donc ça c'est bon, c'est une vertu de simplification de... Ouais, vertu de simplification qui a plutôt pas mal fonctionné, qui a assez peu de défauts, à vrai dire. D'accord, donc je le retraduis en version pleb. À partir de 11 personnes, donc on verra ce que c'est personne, ce que c'est, ça c'est encore une thèse, vous êtes censé, quoi, avoir la voix du personnel par un CSE ou ouvrir la possibilité, justement, qu'est-ce que... Exactement, trop bien. Ouvrir la possibilité. En fait, tu lances des élections professionnelles. C'est une procédure hyper compliquée. C'est un exercice qui est très chiant. Je pense que tous ceux qui l'ont vécu parmi les auditeurs le comprendront. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et bon, on n'a pas trop envie de recommencer. Mais voilà, on ouvre des élections. Il y a des candidats qui se présentent ou pas. S'il n'y a pas de candidat, c'est pas grave. Le CSE n'est pas formé et un jour il y aura des candidats et quand il sera temps, on aura un CSE. Mais potentiellement, on n'a pas de candidat et on n'a pas de CSE. Donc par contre, à partir de 11 personnes, et on va voir ce que c'est que des personnes, si vous n'informez pas les collaborateurs, collaboratrices qu'ils peuvent, doivent, ou je sais pas trop quoi, faire des élections, là c'est pas OK. Exactement. Okay. Si tu leur caches ou si tu oublies de le faire, c'est pas OK. Généralement, ça se passe de manière assez soft. Hein. C'est soit un salarié qui le capte et du coup il te met en demeure de le faire, soit c'est un salarié qui le capte et qui informe l'inspection du travail, qui vient te voir et qui te met en demeure de le faire. Et du coup, tu as 6 mois pour organiser tes élections. Et tu vas le faire, du coup. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, le CSE, c'est pas une sanction. Hein. Le CSE, il est là pour aider la boîte à grandir aussi. Parce que les salariés ont des idées, en fait. Les salariés peuvent apporter énormément de choses à l'entreprise. Ils sont pas là juste pour demander si la prime d'intéressement participation sera plus élevée de 10 ou de 15% cette année. Ils sont là. Ouais, mais ils ont aussi des idées sur le business, parce que généralement, surtout dans le modèle startup, c'est un truc que je découvre pour le coup, les gens aiment leur boîte en fait, et ils n'ont pas envie qu'elle s'effondre. Mais c'est pour ça que c'était un peu le thème, c'est des trucs que juste il y a beaucoup de gens qui savent pas. Ouais. Et donc, ok, et du coup les syndicats c'est autre chose. Les syndicats c'est autre chose, les syndicats c'est des gens qui sont, c'est des salariés qui sont désignés par un syndicat pour le représenter dans l'entreprise. Ok. Donc généralement, ce sont des gens qui sont élus, parce qu'en fait, dans la
procédure d'élection professionnelle, les gens se présentent sur des listes syndicales ou pas. Mais donc, c'est des gens qui vont être élus au CSE, nanani, nanana. Mais en fait, le syndicat, c'est bien un organe à part des représentants du personnel. Et c'est des personnes qui vont juste avoir des fois un t-shirt salarié et des fois un t-shirt syndicat, si je caricature. Et des fois, ils vont représenter la voix de la CGT et des fois, ils vont représenter la voix des salariés. La différence, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la voix de la CGT, elle est orientée. Tu vois, ils ont une ligne directrice, ils ont une ligne de conduite. Chaque syndicat a ses partis pris. Oui, je vais le dire autrement. La CGT ou n'importe quel syndicat existe indépendamment de l'entreprise. Ouais, elle a une orientation. Une orientation, une raison d'être et puis culture, une façon de faire, une culture. Et du coup, quand tu es désigné par un syndicat, tu es censé porter cette culture et les revendications du syndicat dans ton entreprise, tu vois. Donc c'est un peu ce qui fait la différence. Et on est obligé d'avoir des syndicats ou pas ? Pas du tout. D'accord, donc le CSE est une obligation légale. Exactement. Et en fait, du coup, si tu n'as pas de syndicat, bah, tes gens sont, on les appelle donc candidats libres, sans étiquette, bref. Et il n'y a pas de... tu n'auras pas de syndicat. Ok, et donc les personnes, qu'est-ce qui compte comme une personne ou pas dans les grandes masses ? Enfin, non, mais on va faire simple. On compte les freelances ou pas ? Est-ce qu'on compte les stagiaires ou pas ? Il y a des gens qu'on compte... On compte les contrats de travail, déjà, ça c'est sûr. Et après, il y a des gens qu'on va compter au prorata de leur temps de travail et des gens qu'on va compter au prorata de leur temps de présence. La vache. Voilà. Mais franchement, n'entrons pas forcément dans les détails. En gros, c'est hyper compliqué. Il y a un article du Code du travail qui fait à peu près 5 bons centimètres d'épaisseur qui te donne toute la liste de ce qui compte ou pas. Donc, en fait, c'est un moment d'alerte où il faut aller voir son avocat. Très clairement. Enfin, c'est hyper compliqué. J'exagère, mais c'est compliqué à calculer. Il faut avoir les alertes, il faut avoir les réflexes. Et il y a plein de cas particuliers. Ok, c'est génial. Alors, moi, je me sens hyper cultivé après cet épisode. C'est trop bien. Et alors, du coup, pour terminer, parce que là, on a vu 3 grandes familles, les contrats de travail, comment on se sépare, qu'est-ce qui se passe quand la boîte grandit. On l'a vu, hein, c'est ce qu'on a dit en intro, c'est ce que tu as dit en intro. Il y a énormément de sujets. Est-ce qu'il y a un ou deux sujets, je sais pas, qu'on pourrait dire un peu plus exotiques, qui rentrent dans la catégorie des trucs que vous savez pas, mais qui sont décrits par le droit. Enfin, je sais pas, c'est des trucs que t'aimes bien ou des trucs qui sont un peu inattendus. Il y en a un très simple et un sur lequel on pourrait durer des heures, mais on va le faire simple aussi. Le premier, c'est en gros, vous utilisez Slack, vous utilisez Notion très certainement. Tout ce que vous écrivez, vos contrats. Très bien. Voilà. Donc quand vous dites c'est trop cool, on va mettre tel avantage en place, bah en fait voilà, vous avez c'est bon, c'est signé. C'est signé, c'est fait, c'est obligatoire et ça vous lie. Vous êtes obligé de le faire à partir du moment où c'est mis en œuvre. Et donc ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que à partir du moment où tu veux le changer, eh ben faut respecter une procédure parce qu'on fait des droits. Ouais. Et respecter une procédure, c'est embêtant parce que la procédure, c'est informer son CSE. Ça veut dire donner l'info au CSE qu'on va faire changer le truc. C'est informer individuellement chacun des collaborateurs. Ça, c'est pas très cool. Et ça, c'est pas pratique dans le milieu startup. Laisser un délai de prévenance pour que les gens puissent se faire à l'idée. Nanana. C'est tout ce qui est écrit ou c'est tout ce que vous dites ? Et alors justement, il en existe 2 types. Il y en a un type qui s'appelle les engagements unilatéraux de l'employeur. On aime bien les terminologies pompeuses. Les engagements unilatéraux, c'est quand tu écris quelque chose, une note d'administration, une page Notion, un truc. Voilà, ça t'engage. C'est une décision de l'employeur et donc c'est applicable. Et il y a une deuxième chose qui est vachement plus floue, qui s'appelle l'usage. Et l'usage, en fait, c'est on va dire qu'une pratique est obligatoire et que tu ne peux plus revenir en arrière sans respecter de procédure et donc qu'elle s'applique à tout le monde. À partir du moment où elle respecte certaines conditions. Les conditions, c'est la généralité, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit appliqué à tout le monde ou à une population précise et objectivement déterminée. Il y a la constance, c'est-à-dire que ça doit être un truc qui dure dans le temps. Et il y a la fixité, c'est-à-dire que c'est concret, c'est fixe, c'est un avantage qui ne change pas. Essayez de faire un tout petit peu gaffe à ce que vous dites, globalement, même si c'est pas sur un contrat, quoi. Exactement. Et notamment dans les réunions de CSE, en fait, ça c'est un truc qui est assez marrant parce qu'en fait, tu le sais pas forcément, enfin, c'est peut-être le truc que tu sais le moins, mais ce que tu dis en réunion de CSE et qui finit dans le compte-rendu qui est publié aux salariés, c'est un engagement unilatéral. Oui, ouais. Donc on va faire ça, on va faire ça, on n'a plus le choix.
Voilà, donc faites gaffe. Ok, donc bien noté. Et tu en avais un autre que tu voulais nous partager? Ouais, il y a un autre sujet, c'est en gros, il y a un vrai, toute une littérature jurisprudentielle et légale sur qu'est-ce qu'on peut imposer de faire à un salarié ou pas. Qu'est-ce qu'on peut lui donner en plus ou en moins par rapport à son travail? Qu'est-ce qu'on peut changer par rapport à la façon qu'il a de faire son travail? On parle de dichotomie entre le changement des conditions de travail. Donc, c'est des choses qu'on peut imposer aux salariés, c'est dans le cadre de son contrat de travail, on a le droit de le faire changer sur ces points-là. Et il y a les modifications du contrat de travail, où en fait on est obligé de recueillir l'accord du salarié avant de pouvoir lui imposer quelque chose. Typiquement, le fameux exemple dont on parlait plusieurs fois, tu vas cueillir, t'es payé à cueillir des pommes, on te dit le lendemain, en fait non, tu vas cueillir des poires, tu peux pas dire non. Parce qu'en fait, ça demande les mêmes compétences, ça demande la même qualification, il y a les mêmes risques, tu vas devoir aussi monter à l'échelle, il y a juste la taille du fruit qui change, ça ne va rien changer à ta vie, ça ne va rien changer à tes conditions de travail. Donc là, c'est typiquement, t'es commercial, on passe de HubSpot à Salesforce, Ouais. tu peux pas dire c'est scandaleux, on a changé mes conditions de travail, c'est un CRM. Exactement. Et ça va un peu plus loin, et c'est là où les débats commencent en fait, c'est que tu peux changer les horaires d'une personne, typiquement. Et il peut rien dire. Donc, avant, en fait, tu avais une pause déj de 2h à midi. Finalement, ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir 2 pauses d'1 heure. Donc, tu vas faire 8h, 11h, midi, 15h et 16h, 19h. T'es content? On s'en fiche. Ça, C'est la version, pardonnez mon français, mais salopard, mais légal. ouais. Champion du monde McDonald's, par exemple, qui fait des doubles shifts. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Et typiquement, pour parler de McDonald's en particulier, les heures supplémentaires. McDonald's, Lidl, pas mal de boîtes qui embauchent des contrats à temps partiel et surfent là-dessus. Elles obligent les gens à faire des heures complémentaires ou des heures supplémentaires. Et en fait, l'employeur a le droit de te demander de travailler plus. Et t'as pas le droit de dire non. Tu es obligé de le faire si tu dois le faire. Et après, à l'inverse, tu as des gros changements qui sont ceux qu'on considère des changements qui relèvent du contrat de travail. Typiquement, tu es vendeur Salesforce et finalement tu deviens RH. Il y a un moment, il faut qu'on te demande ton accord. Ça, pour le coup, c'est pas... c'est pareil, en vrai. Et le petit truc fun là-dedans, c'est un truc, pareil, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, je pense, c'est le fait que normalement, quand on t'augmente ta rémunération, on est censé demander si tu es d'accord. Tu peux refuser une augmentation. Tu peux refuser une prime. Et ça n'existe pas dans la réalité. Mais en tout cas, le droit du travail a prévu le coup. C'est ça, heureusement. Écoute, c'est à la fois hyper cool et hyper frustrant parce que je suis sûr on aurait pu faire 2, 3, 4 épisodes de ce genre, mais bon, on va essayer de tenir sur les formats. Donc je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. On commence par le plus simple. Où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'entendre parler plus de poires, de pommes, ou on a envie d'en savoir plus sur Shine, hein, parce que donc c'est ton métier au quotidien. On te contacte par quel prisme? Si on veut me contacter, on peut me contacter sur Slack, sur First Talent, parce que je suis dans la communauté de Judith Tripart avec grand plaisir, donc n'hésitez pas si vous y êtes aussi. Et sinon sur LinkedIn, c'est le plus simple. Je proposerai bien le YouTube de mon groupe ou des trucs comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit le 24 à la boule noire. Ça serait bien, c'est encore autre chose. Ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, une ressource, un site que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices pour aller plus loin? Je dois vraiment faire la blague du podcast Yeniro, tout ça, parce que ouais, ça c'est plusieurs à l'avoir fait, tu vois. Non mais sincèrement, je recommande à l'externe vraiment d'écouter le podcast Yeniro. Donc si c'est le premier épisode que vous écoutez, écoutez les autres ou au moins quelques autres, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment inspirants et c'est vraiment très très cool. Sinon, il y a, pour parler un peu plus de droit, pour le coup, et de vulgarisation du droit, ou DRH en tout cas, il y a 2 comptes LinkedIn que j'aime bien et que je suis un peu au quotidien. C'est le compte de Anne Cohen, qui est avocate en droit social. Elle fait des petites infographies et des petits éléments visuels de vulgarisation juridique qui sont bien pratiques. Et il y a le compte LinkedIn de... Lobna Kaleja Benassine, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est une pointure aussi dans le domaine des RH et qui fait toutes les semaines les petits tips RH avec des sujets RH et donc souvent
qui impliquent du juridique, vulgarisé en 4-5 slides. C'est hyper intéressant, c'est très très cool. Et ben on mettra tout ça dans la description de l'épisode et dans l'article qui l'accompagne. Tu es juriste, mais tu es aussi RH. Est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien, que tu recommandes à celles et ceux qui nous écoutent ? Moi, je ne vis plus que pour Notion. Et je pense que sans Notion, si Notion s'effondre demain, ma vie ne rimera plus à grand-chose. Mais ça, je pense que tout le monde le sait. Non, en matière d'outils, sinon, pas particulièrement. Moi, tu sais, je fonctionne avec un Google Sheet et Notion, et généralement, ça marche. Mais bon, Notion, évidemment, très bon outil. Et puis, compliqué des fois de rentrer dedans parce qu'on se dit ça fait tout, ce qui est vrai. Mais c'est en tout cas, je recommande également. Et enfin, tu connais notre tradition, on l'aime, cette tradition de passage de micro. T'es à ma place, t'invites qui ? J'ai le droit de dire 2 noms ? T'as le droit de dire 2 noms. Ok. Il y a une personne que j'aimerais bien entendre chez Yaniro pour le coup, parce que je pense qu'elle a pas mal de choses sur lesquelles elle pourrait être hyper inspirante. C'est Déborah Ripoll, la DRH actuelle de Zephyr, ex-DRH d'Alan. Elle a bossé notamment récemment sur une calculatrice des rémunérations de sa grille de salaire Zephyr, qui est très chouette, et je pense qu'elle aurait peut-être pas mal de choses à apporter sur le sujet. La deuxième personne que je pense très inspirante et que j'adore fréquenter au quotidien, c'est Camille Goni, notre rockstar du recrutement. Je pense qu'il y a 3 talent acquisition managers qu'il faut avoir dans ton podcast. Tu en as déjà eu 2 certainement, c'est Léo Bernard, Rassam, et puis il te faut Camille. Voilà. Ah là 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 là. Et ça fait beaucoup de monde de chez Shine. Ça fait beaucoup de monde de chez Shine. Après, Shine, c'est super. Écoute, Camille, déjà, Camille, comme tu le vois, Manu t'envoie du love. Globalement. Et je pense que c'est vraiment à juste titre parce que je suis et effectivement, ça apporte beaucoup à l'écosystème. Donc, je pense que la place est réservée, peut-être en laissant un petit délai de carence entre plusieurs mères personnes de chez Shine. En tout cas, tu es la bienvenue. Déborah aussi, évidemment, tu es la bienvenue si tu écoutes cet épisode et je pense qu'on serait ravis d'en savoir plus. Et globalement, pas que sur Alan, parce que je sais qu'ils font des trucs très très bien chez Zephyr aussi. Écoute, Manu, c'était un plaisir, vraiment, mais un grand merci pour ton temps et puis d'avoir pas mal préparé, évidemment, cet épisode, parce que ça nécessite un peu de se plonger quand même dans les arcanes du droit du travail. Et puis, moi, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Et bien à la prochaine, Alexis. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co.